le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Un, deux. Ouais, c'est bon. Alors, podcast numéro 282, avec un titre ravageur, qui a sans doute fait des émules, des petits nouveaux qui ont cliqué. Et oui, c'est... Ah oui, comment on disait sur YouTube, cette plateforme qui vous veut du bien en vous censurant absolument tout, c'est un titre putaclic. Ah, voilà, putaclic, ouais. On dirait presque un titre de Utrail, ce dépotoir. Entraînement. Doit-on systématiquement comparer nos chibres ? Voilà, donc c'est une question très intéressante de Tony Pernet. Alors, vous vous en souvenez peut-être de Tony, on avait fait un épisode sur le vélo taf parce qu'il faisait 10 km de vélo par jour. Et ça y est, il pensait qu'il était devenu un Avengers dans Marvel. Mais j'ai volontairement retourné ce titre. Alors évidemment, on va pas parler de gens bizarres qui regardent le zizi de leur copain d'entraînement et qui comparent avec le leur. Non, on va pas du tout parler de ça. On va parler des gens qui s'entraînent trop vite et qui font un peu les cacous, tu vois, à l'entraînement. Et puis le jour de la course, je sais pas, ils sont pas là. Alors eux ils sont pas là, mais on ouvre le tiroir à excuses et là, on sort tout un tas de trucs rigolos. Alors tout y passe, hein, la nutrition, le taf, la famille, les amis, le conflit israélo-palestinien, enfin n'importe quelle connerie, l'actualité toxique, voilà. Le tiroir à excuses est ouvert et c'est parti. Alors qu'en fait, ils sont bons à l'entraînement et mauvais en course, parce que à l'entraînement, ça se tire la bourse sans arrêt, et on va revenir là-dessus avec un témoignage choc de Tony. D'abord, un remerciement aux nouveaux patriotes. Suite à mon podcast la semaine dernière, c'est vrai que j'ai eu des petits messages de félicitations. Voilà, écoutez, tant mieux. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas eu de message de haine envers les personnes dénoncées, puisque finalement, ils n'étaient pas non plus 100% responsables, donc ça servait à rien de s'en prendre à eux. Et personne ne l'a fait, enfin, en tout cas à ma connaissance, donc c'est tant mieux, c'est absolument parfait. Et vu que vous avez été des gentils auditeurs, vous avez eu un bon point. Ouais, vous avez eu un bon point. Et immédiatement, vous allez être récompensé. Nous allons dévoiler 2 nouvelles techniques de triche dans ce podcast. Voilà, en balançant bien sûr le nom et le prénom de la personne, puisque personne ne veut le faire. Voilà, tonton Ferrari est là, le duc surveille du haut de sa tour. Évidemment, on me rapporte absolument tout. Ne pensez pas que vous allez passer entre les mailles du filet. Je vous vois, vous êtes là en train de dire « Ah, ouais, mais là, j'ai prévu un truc, il sera jamais au courant. » Je vais vous baiser. Faites attention, je vais vous baiser. Et oui. Alors, tiens d'ailleurs, ce serait presque misogyne puisque nous avons des dénonciations 100% féminines sur ce podcast. On pourrait mettre un titre « Pourquoi les femmes trichent en trail ?» J'avais promis de plus rigoler, enfin non, j'avais pas promis, mais j'avais pris la remarque d'un auditeur en compte. Je vais essayer de le faire, je me concentre. Donc je remercie les nouveaux patriotes. Quentin Pilier, voilà, Quentin, un véritable pilier pour le Patreon. Bon, je vais pas faire des blagues sur les noms, c'est horrible. Ombak Yoga, donc pseudo j'imagine, Franck Delphin, Raphaël Reversin-Morel, Vincent Diver, Flo 667, alors c'est dommage, t'aurais dû mettre 666, le chiffre du diable, Benoît Hérault, Damien Delépine, Mathilde Hébert, nouvelle patriote féminine, ça c'est très très rare, Mathieu Bello, Paul Masson, Valentin Dutap, Nicolas Fromager, Théo Scalessa et le retour de Hugo Roudil, Yann Legris et Clément Violet.
Voilà, écoutez, merci à vous. Sur ce Patreon, vous avez eu une revue de presse, là, lundi. On n'avait rien à dire. Tu vois, il n'y avait rien d'excitant. Bon. Et j'ai quand même fait 8 pages. En sortant quelques petites vannes. J'espère que vous aurez apprécié cette actu légère. Puisqu'on avait un week-end quand même où il s'est pas passé grand-chose. Alors, il s'est passé des choses, évidemment. Mais par rapport aux autres week-ends, on était un petit peu en deçà. Rassurez-vous. La gigantesque partouze arrive avec le Festival des Templiers. Alors là, de l'élite, en veux-tu, en voilà. Puisque on a un niveau qui est assez relevé, hein, déjà sur l'endurance. Ils viennent de publier aussi les autres courses. Ils avaient déjà publié, évidemment, la grande course des Templiers, la course ancestrale. Voilà, un week-end qui s'annonce très très riche. Surtout quand on voit le prix de l'essence pour s'y rendre. D'un point de vue speaker, écoutez, j'officierai ce dimanche à la messe de Chambéry. Marathon de Chambéry. Et semi-marathon. Alors, semi-marathon part d'Aix-les-Bains pour arriver à Chambéry. Et le marathon de Chambéry, en fait, fait hop, l'aller-retour. C'est un marathon extrêmement plat, malgré qu'il se déroule dans les Alpes, ce qui m'amuse beaucoup. Voilà. Puis surtout, je vais y aller. Je vais y aller en vélo, je pense. Putain, première animation où... Alors, on reviendra là-dessus, mais il y a une autre animation où je vais faire du... Comment on dit, là ? Une faible émission de carbone. Ce sera le trail des 40 bosses. Oui, je vais aller officier à Paris. Ce sera une grande première. Je vais donc me dépuceler avec cela. J'imagine que ce sera horrible puisque je vais prendre à un moment donné le RER. Ouais. Je suis en train d'essayer de me faire à cette idée. Bon, ce sera un samedi après-midi, donc je pense que ça devrait aller. Les Zoulous ne devraient pas être trop là. Quoi qu'ils devraient être réveillés vers 13h. Mais je vais prendre le putain de RER. Mais c'est génial, parce qu'en fait, je vais aller animer le trail des 40 bosses. Et grâce au TGV, puis après le RER, tout ça, je vais pas avoir un très grand temps de trajet, malgré que ce soit très loin de chez moi. Et j'ai aussi un faible coût, tu sais, pour l'organisateur, c'est intéressant, en frais de déplacement. Donc voilà, bon, les 40 bosses, en plus j'ai regardé, ça a l'air assez excitant comme course, puisqu'ils ont un ratio dénivelé kilomètre qui est assez incroyable, hein, pour une région parisienne. Je pense qu'on peut dire qu'on a les champions là. Voilà, bon bref, ça on en reparlera plus tard. Marathon de Chambéry, c'est ce week-end. Écoutez, inscrivez-vous pas, ils s'en fichent, il y a déjà plein de dossards de prix, donc on est déjà très nombreux. Et d'un point de vue athlète, c'est les Templiers, c'est dans 11 jours. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire sur Patreon pour les Templiers, j'ai envie d'innover. Je me tâte à vous faire un podcast lunaire sur la présentation des favoris où on va épier leurs moindres phrases et gestes. Ça peut être hyper long. Il y a la présentation aussi du plan nutritionnel sur la course, des temps de passage, tout ça. Et là, j'ai une idée pour le redynamiser un petit peu. Donc voilà, je réfléchis un peu et on verra ça vendredi. Mais vous aurez des articles très intéressants sur les Templiers, au même titre que pour l'UTMB. Et enfin, amis patriotes, le réapprovisionnement des chaussettes arrive. Et donc, alors, techniquement, on m'enverrait le colis lundi 16 octobre. La chaussette de France, l'usine, elle est à Troyes, en France. Voilà, c'est magnifique. Le savoir-faire français, ça pète sa mère. Et aux couleurs de la Ducarmi, voilà, avec bien sûr la petite mention Ducarmi. Donc amis patriotes, les chaussettes 43-46, je les avais refaites parce qu'elles avaient un grand succès, et c'est vrai que les 39-42, il en restait un petit peu, et vous avez tout acheté, et ça fait 2-3 mois qu'il n'y en a plus. Et voilà, les 39-42 reviennent. Les manchettes arriveront, elles, la dernière semaine d'octobre, a priori. Donc, les manchettes sont enfin là, avec un design génialissime, plutôt joli, tu vois, fait par eux. Donc les manchettes sont réalisées dans une usine qui est en France également, du côté de la région lyonnaise.
Je bois mon thé, j'ai plus de café là, c'est infernal. Là. J'y retourne vendredi au panier à café, mais je me suis fait niquer là pour 2 jours. Tant pis, je bois du thé. Oui, donc, ouais, les manchettes Made in France. Et, suite aux nombreux patriotes qui sont venus me supporter sur l'UTMB, qui sont, on peut dire des ultras, voilà, des mordus. On s'est dit que, en fait, faudrait refaire des t-shirts. Déjà parce que j'en ai plus là, des Brobeck tout blanc Made in Europe avec le logo. Mais en fait, on voulait mettre là-bas encore plus. On s'est dit, putain, mais en fait, on va encore faire du Made in France, quoi. On va faire des t-shirts Made in France. Alors, les moins chers des t-shirts Made in France, je crois que vous avez le Colibri Frenchy, qui en propose à 60 €, si je ne m'abuse. Attendez, je vérifie en même temps. Le Colibri Frenchy, tac. Alors ça, c'est en Auvergne. Je sais pas où est son usine, mais lui, il est en Auvergne, mais c'est du Made in France. Garçon tout à fait sympathique. 65 €. Voilà, 65 €, vous avez un t-shirt technique Made in France. Donc plutôt que d'acheter des marques Made in, pas trop la France, mais qui coûtent 110 € le t-shirt, ben peut-être vous pouvez réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer à mes copains que j'achète la dernière marque à la mode, et est-ce qu'éventuellement je pourrais pas faire bosser quelqu'un qui fabrique en France? Tu vois, tu peux réfléchir comme ça. C'est beaucoup plus intelligent, et en plus vous allez économiser de l'argent. Alors en plus, le t-shirt, le Colibri Frenchy, voilà, moi j'en ai un, c'est très très bien. Mais on va pas les produire avec eux, nos t-shirts, on va les produire avec une autre entreprise française qui s'appelle Caprin. Pourquoi ça m'affiche des chèvres là? Oh putain! Mais tu tapes Caprin dans Google, ça affiche des chèvres. Ah, voilà, Caprin Sport. Oui, bah merci. Ok, je ne savais pas, ils sont vendus sur Decathlon. Tu vois un peu? Ouais, donc sur Decathlon, Caprin, tac. Ah ouais, 125 balles le t-shirt quand même. Alors, en fait, ils sont un peu plus techniques que le Colibri Frenchy, tu vois. C'est pas vraiment les mêmes t-shirts. Donc, d'où l'écart de prix, qui est quand même le double. Il y a des petites poches. Je crois qu'il y a des petites poches. Ah non, vous avez des t-shirts à maillot de trail femme, 75 €. Oui, il y a là aussi, il y a 2 modèles, tu vois, chez Caprin. Donc, t'as un modèle vraiment un peu à la cool, comme le Colibri Frenchy, là, tac, 75 €, ouais. Et puis, t'as un modèle ultra chiadé avec une fermeture éclair, des poches. Bon, bah, ça, quand tu y fais en France, ça coûte un bras. Mais on sort à 125 €. Et en fait, on est sur les mêmes tarifs que d'autres marques qui ne sont absolument pas faits en France. Bon, je vais déjà dénoncer 2 tricheuses. Je vais pas en plus balancer des marques, là, parce que eux, ils ont les moyens de me foutre des procès au cul. même si on ne dit rien de faux, hein. Donc, tu peux pas attaquer quelqu'un en diffamation quand il met en évidence tes défauts sans dire de conneries. Donc bref, ouais, on va faire ça avec Caprin, ami patriote. D'ailleurs, attention, vous n'êtes pas obligé d'être patriote pour commander ça. Ah oui, oulala, non, attends, je me ferme une part de marché, là. Oula, ça va pas du tout, ça. Non, vous... admettons, vous en foutez de ce que je publie sur Patreon. Donc la revue de presse le lundi, vous avez pas le temps de la lire, puis de toute façon ça vous intéresse pas. L'article du vendredi vous intéresse 1 fois sur 4, et du coup vous vous demandez pourquoi vous gardez un abonnement à Patreon. Et du coup en fait vous vous désabonnez, et puis voilà, vous en foutez. Mais ce que vous voulez, c'est la cohésion, l'esprit de groupe, tout ça. Le plaisir de me soutenir épisodiquement de temps en temps. Et de se faire plaisir avec un beau produit, parce que ce que j'ai en vente sur mon site, ça pète sa mère, quoi. Ça, je veux dire, personne peut le nier, c'est impossible. Et vous pouvez m'en acheter aussi, bien sûr, le site est ouvert à absolument tout le monde. Donc ouais, on va lancer ce t-shirt Caprin. Évidemment, on va faire un design absolument incroyable. Normalement, vous avez le Team Try des Sims qui utilise... Ouais, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qui utilise les t-shirts Caprin. Ouais, c'est ça. Et, on aura les mêmes.
Et eux, ils ont fait un design qui couvre l'ensemble du t-shirt. En fait, c'est ça qui est très, 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 très intéressant. C'est que le design couvre vraiment l'intégralité du t-shirt. Exactement comme ce qu'on avait fait au niveau les revards avec HG Sport. Bon, HG Sport, c'est très bien aussi, mais c'est fait à Barcelone et Caprin, c'est fait, je sais plus où là, vers Grenoble. Donc on va choisir Caprin. Et voilà quoi. Tout ça pour vous dire que le design sera absolument formidable. Qui c'est qui va faire le design? Là, je vous ai pris le boss du game. Je vous ai pris le meilleur. Alors le meilleur c'est qui? Flo Why Not. Donc là aussi, vous tapez Flo Why Not. Vous tombez directement sur son site internet. Bien joué gros. Et qu'est-ce qu'on a sur son site internet? Voilà, il y a tous les petits dessins qu'il a fait. Et donc il travaille pour énormément de marques, énormément de gens. Il avait fait l'affiche 2023 pour le niveau les revards. Il a fait l'affiche 2024 pour le niveau les revards. Et vous allez voir, c'est absolument magnifique. Voilà. Donc l'adresse internet de mon site est dans la description. Voilà, pour aller le consulter. Et ça nous fait une introduction de plus d'1 quart d'heure, c'est magnifique. Et on n'a pas attaqué le podcast. Et je vais dénoncer les 2 cas de triche avant de parler de Chibre avec Tony. Alors avant de parler de Chibre, parlons de celles qui n'en ont pas et qui se sont un petit peu assises sur certaines règles. Et ça c'est mal. Donc nous allons commencer par la première. La première, donc c'est Maud de Montigny, qui visiblement se perd souvent en course. Alors, ça nous est tous déjà arrivé de nous perdre dans une compétition, mais en général, quand on se perd, on perd du temps. C'est-à-dire, on prend le mauvais sentier, on se rend compte qu'on n'a pas pris le bon sentier, et on revient sur nos traces, et donc on a perdu 10-15 minutes, et c'est infernal, c'est énervant. Eh bien, en fait, Maud, quand elle se perd, elle retombe par magie sur le chemin de la course, en ayant économisé quelques kilomètres à chaque fois. Et ça a été possible de le voir grâce au flyby sur Strava. Donc flyby, c'est une option sur Strava où on voit par exemple si les gens participent à l'UTMB et que tout le monde met sa trace sur Strava, on peut faire un flyby pour voir qui est passé où à quel moment. C'est par exemple ce qu'a utilisé montre-gps-comparaison là pour faire son article sur les 30 premiers de l'UTMB. Tiens, d'ailleurs, on a vu que monsieur Clément Desil avait malheureusement coupé un petit peu, lui aussi, juste après Courmayeur, avec un gain de temps qui s'élève à 2 minutes. Donc j'ai comparé son temps et le mien, on est passé avec environ 1 quart d'heure d'écart, même pas 10 minutes. Moi, j'ai pris la piste forestière comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai mis 5 minutes et lui, il a pris le petit single qui coupe et il a mis 2,30. Bon. Je me rappelle plus comment était barré le chemin. Il ne l'était peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le balisage Clément, il était sur la piste forestière. Bref, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le prend et j'imagine que quand il a fait la reco, il a pris le petit single puisque c'est ça qu'on prenait chaque année. Et je n'ai pas vérifié si c'est pas le single qui était d'ailleurs sur la trace GPX. Donc, laissons ça de côté. Revenons au cas de Maud. Donc en fait, j'ai plusieurs flyby en ma possession. Inutile de supprimer tes activités de Strava, Maud. Les flyby, j'ai enregistré la vidéo et elle est sur mon ordinateur. Dans mon dossier tricherie en trail, tu vois. Comme ça, quand j'aurai 50 ans, j'écrirai un livre audio avec des liens vidéo et on va se régaler. Du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que donc tu as plusieurs concurrents qui passent et genre ils font une petite boucle, tu vois. Et là, Maud, elle passe et elle va tout droit. Et elle fait pas la petite boucle. Et du coup, elle double des concurrents, éventuellement des concurrentes, et des fois, elle se retrouve sur le podium alors qu'elle n'aurait peut-être pas forcément dû y être. Voilà. Alors, tu le vois ça une fois, tu te dis, elle s'est paumée, puis elle a mis un coup de bol, elle retombe sur le bon chemin, ok, elle a gagné du temps, mais bon. Et puis, tu vois, tu le vois 2 fois, 3 fois, tu te dis, putain, c'est marrant, en fait, quasiment à chaque course, elle se perd, mais elle gagne du temps. Elle fait moins de kilomètres. Il y a
plusieurs choses qui font qu'on peut juger que c'est volontaire. C'est qu'en fait, sur le flyby, tu vois que la personne n'a aucune hésitation. C'est-à-dire que, par exemple, quand tout le monde va sur le chemin à gauche, elle va tout droit. Le petit bonhomme ne ralentit pas. Donc le flyby continue à la même vitesse. Ça veut dire qu'elle ne ralentit pas sa vitesse. Donc en aucun cas, elle est en train de se dire « Oh putain, merde, je me suis perdu ». Et ça continue, ça va tout droit, toujours à la même vitesse. Et hop, elle retombe sur le bon chemin et elle est toujours à la même vitesse. On a quand même l'impression que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Vu qu'il ne... Moi, à chaque fois que je me suis perdu, à un moment donné, je m'arrête, je regarde ma montre, je regarde un peu autour de moi, je reviens un peu en arrière, je ravance un petit peu, et après, j'abandonne et je reviens sur mes pas. Donc, si tu fais un flyby, tu vois que je tourne dans tous les sens et que je reviens sur mes pas. Là, on a une personne qui avance directement. Ok ? Donc, zéro hésitation. Très, très louche. À chaque fois qu'elle se perd, entre guillemets, parce que s'excuse en disant « Bah ouais, mais je me suis perdu, c'est pas ma faute, machin truc et tout », à chaque fois, elle gagne du temps. C'est quand même bizarre de se perdre systématiquement en gagnant du temps. C'est quand même très étrange. Et ça, c'est un peu ce qui fait mal. C'est que depuis quelques temps, elle avait non seulement désactivé ses flyby, donc sur ses récentes courses, on ne peut pas juger, et elle arrête progressivement de publier ses fichiers de course sur Strava, donc il n'y a plus aucun moyen de contrôle. Voilà, alors ça, c'est presque un aveu, hein. C'est comme si on contrôlait plusieurs fois quelqu'un pour dopage, et puis au bout d'un moment, le mec disait « Oh, vous me faites chier, du coup, je vous envoie plus mes analyses. » c'est encore pire. Voilà. Bon, écoutez, hein, je crois que est assez connu dans la Belgique, le Nord. Démerdez-vous, hein, agissez, hein, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Hein. Moi, je ne me sens pas lésé, elle ne m'a jamais doublé sur une compétition, donc si tu veux, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, c'est vrai que le jour où il y a un petit malin qui s'amuse à me faire ça, il va prendre cher. Allez, la deuxième. Alors, la deuxième, c'est Angélique. Angélique Jante qui termine... elle termine quoi ? Troisième du... Alors, index UTMB, c'est parti. Troisième du Grand Trail du lac de Serponçon. Je vais faire en même temps. Angélique. Voilà. Tranche d'âge 45-49 ans, impeccable. Troisième, effectivement. Troisième de Serponçon. Alors là, on a un souci. Il y avait une très mauvaise météo là sur cette fin de course. Et Angélique arrive... Elle arrive au ravitaillement de Chorges. Donc c'est la dernière base de vie. Quoi, il me semble qu'il y en a une à Réalon, mais disons la dernière très grosse base de vie. Et en fait, une fois que t'es... Pardon, je vais m'afficher le parcours en même temps. Une fois que t'es à Chorges, tu dois remonter le piolite, là, donc qui est très très dur. Hein. C'est une montée vraiment très difficile. Ah merde, les parcours. Oh putain. Leur site internet est très bien fait, mais j'ai cliqué à côté. Alors, en plus, j'étais pas speaker, c'est dommage. Traces privées. Oh putain, ils font chier. Bon, ça marche pas. Traces de trail, grand trail, du lac de Serponçon. Voilà. Ah, ça y est, je l'ai là. Ah merde, il y a un code d'accès. Bon, tant pis, je l'ai pas. Ouais, bon, bref, après Chorges, tu montes au Piolite, tu redescends au col de Chorges. Donc, une partie très montagne. Donc, Angélique arrive, elle est 65e, à la base de vie de Chorges. Elle s'arrête, une demi-heure, donc il y a peu de chances qu'elle gagne des places. Et... ça c'est pas moi qui le dis, c'est Live Try, le chronométrage. Et ensuite, elle est pointée, donc le prochain pointage, il est au col de Chorges. Pour aller au col de Chorges, elle met 2h59. Donc là, vous me dites, bah oui Hugo, pourquoi pas ? Alors le problème, c'est que le premier homme, donc Angélique est 65e au scratch, et le premier... il a mis 3h12. C'est Édouard Henriot
il a un index UTMB à 794 et le jour de la course, il a terminé en 22 heures. Le 100 miles, il l'a fait en 22 heures. Et il a eu un index UTMB de 818. Donc c'est une très belle performance. C'est d'ailleurs le record de la course. Devant Arnaud Colou de quelques minutes. Donc, on a une concurrente qui est 65e au scratch et qui, sur un tronçon de 3 heures, va mettre presque un quart d'heure au premier homme. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est peut-être lui qui allait doucement. Ben non. Non. Le deuxième et troisième, ils ont mis 3h25. Donc, Édouard Henriot avait déjà produit une très grosse performance en collant 13 minutes au deuxième et au troisième. Les 5 concurrents devant et les 5 concurrents derrière Angélique, ils ont mis 4h30 pour cette section. Et elle met 2h59. Vous croyez pas qu'il y a un problème là ? Qu'est-ce qu'on apprend en discutant avec les gens sur place ? On apprend qu'elle était suivie par sa famille, donc elle avait potentiellement accès à une voiture. Et on apprend que quand on passe Chorges, on peut monter quelques kilomètres sur la route pour aller... Ah bah tiens, je l'ai là avec le parcours du 49. On peut monter un peu plus haut en voiture en fait. Ah putain, ils l'ont pas mis en accès libre non plus, c'est pas possible. Donc, résumons. On a... Ah voilà. Ouais là, on monte au col du Chorges. Alors elle s'arrête où la route ? Elle s'arrête pas très très loin, mais... Ah putain, si, tu peux prendre la route du Martouret. Ah ouais, tu montes où là ? Ouais, ça ça pue ça. Ouais, donc tu vas faire le pyolite et puis tu reviens à la col de Chorges. Si je regarde, il est bien ici, hein, que je vous dise pas de bêtises. Donc le pyolite, effectivement, tu le fais avant. Et après, tu redescends au col de Chorges. Ouais. Et en voiture, tu peux monter quasiment 800 mètres de dénivelé. Aïe ! Et oui. Donc, on a quand même potentiellement quelqu'un qui a utilisé un peu la voiture ou qui a pris des drogues extrêmement fortes, mais c'est étonnant que quelqu'un qui soit 65e au scratch, après 110 km, se mette à faire le record d'une section, 2h59, contre 3h12 qui est le temps du premier, contre 3h25 qui est le temps du deuxième et troisième, et tous les gens qui finissent autour d'elle mettent 4h30 sur cette section. Quand vous avez ces chiffres, vous ne pouvez que vous étonner, dire « Putain, c'est bizarre ». Et là, vous allez sur Strava, vous regardez son compte, vous vous dites « Bah, je vais regarder sa trace ». Et qu'est-ce qui se passe ? La trace n'est pas là. La trace n'est pas là. Alors, pourquoi la trace n'est pas là ? C'est quand même très curieux, non ? Donc, vous ne pouvez pas vérifier. C'est comme Franco Collet avec son tort des géants. Bon, après, Angélique, elle a pas Strava, en fait. Mais bref, elle pourra le publier quelque part, tu vois. Pour le montrer. Donc, voilà. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que le chronométrage est réalisé par... Enfin, il est rebalancé sur la plateforme LiveTry, mais il est réalisé par... Putain, c'est les mecs de Gap, là, j'ai oublié le nom, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais, tiens, attends, si je tape... Résultat, grand trail du lac de Serre-Ponçon. Bon, après, vu qu'ils faisaient mauvais, je pense qu'ils avaient autre chose à faire que regarder ces trucs-là. Parce qu'il fallait gérer... Grand trail Serre-Ponçon. Bah non, c'est LiveTry qui était présent sur l'événement. Ah ouais. Ouais, bizarre, d'habitude, ils sont un peu meilleurs. Je vais immédiatement donner cette information à mon ami David Poletti, qui va regarder tout ça scrupuleusement. Voilà. Et puis un dernier point sur l'affaire Marine Quintard, donc qui s'est ravitaillée un peu partout aux 50 km de Nice, alors qu'en fait c'était autorisé nulle part. J'ai une connaissance qui avait envoyé un mail à l'organisation avant l'événement
Parce qu'ils voulaient quand même s'assurer que les ravitaillements soient bien interdits. Ils se disaient, putain, ça fait chier, j'y vais en famille et tout. Putain, ils peuvent vraiment pas venir me voir. Il se dit, je vais quand même envoyer un mail à l'organisation. Ça se trouve, il y a moyen de négocier, tout ça. Donc le gars, il a cru qu'il était au bazar, là. Et l'organisation lui a répondu, donc par mail, non monsieur, il n'y a pas de ravitaillement autorisé à l'assistance sur le 50 km de Nice. Donc, je ne sais pas qui lui a répondu, et je ne sais pas qui a dit à Marine que finalement c'était ok pour elle, mais visiblement, c'est deux personnes différentes, et elles se parlent pas trop dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, il y a un règlement pour les gueux et un règlement pour les élites, de ce qu'on en comprend vu de l'extérieur. Donc, amis gueux, bah voilà, vous avez pas le droit de vous faire insister. Mais l'élite, lui, par contre, s'il a un peu soif, il y a pas de problème, on lui amène sa ceinture. Et tout cela a été validé, bien sûr, par un commissaire. Voilà, encore une fois, Stéphane Sclavo, s'il te plaît, reviens. Alors, c'est bon, on a fini avec ça, il n'y a plus de tricheurs pour cette semaine, n'hésitez pas à en dénoncer d'autres pour la semaine prochaine, on fera une rubrique. On fera un jingle. Oh, Hugo Balder, s'il te plaît, reviens, là, mon pote DJ, là, putain, il veut plus bosser, là, feignant. On a plein de trucs à faire, là, des jingles pour la triche et tout. Alors, la question du jour. Là, j'ai mal à la gorge, désolé. Entraînement, doit-on systématiquement comparer nos chibres? Alors, c'est très important, effectivement. Tony Pernet, hop. C'est une question qui se pose à chaque entraînement avec son club d'athlétisme. Alors, c'est une question qu'il m'a envoyée il y a 6 mois, je crois. Mais ça l'embête. Parce que ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. Donc lui, ce qu'il me dit, c'est tout le monde se regarde, s'arrache pour finir devant lors de chaque fraction, chaque récup. Même lors de l'échauffement, l'allure échauffement n'est pas respectée pour beaucoup d'entre nous. Alors, ça c'est très étonnant. Parce que moi, tu vois, là, je retourne depuis 2 semaines, on va dire. Je retourne à mon club FFA, donc qui est le club d'Aix-les-Bains. Et le coach publie les séances sur un Google Drive entre 2 et 3 semaines à l'avance. Et tu vois, par exemple, mardi soir, là, il y avait 8 fois 500. Et ben, on arrive, rendez-vous 18h, départ footing 18h15. Quand on part faire le footing, on est à même pas 10 de moyenne. Et progressivement, au cours du footing, on passe de 11 à 12, puis éventuellement, des fois, on finit à 13 km/h, mais bon, pas tout le temps. Donc en fait, on fait un footing progressif pendant 25 minutes. Ça, c'est un peu l'échauffement. Après, donc sur un 8 x 500, ça va être plutôt tonique et explosif. Donc on va faire une phase de gamme qui va durer une dizaine de minutes. Donc là, tout le monde est libre, parce qu'on a chacun un peu ses gammes. Mais ceux qui veulent suivre le coach qui s'entraîne avec nous peuvent le faire, d'accord ? Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce que me dit Tony, c'est que les mecs, ils s'échauffent pas, ils font déjà une compétition, en fait. Alors que la séance, c'est 8 x 500. La séance, c'est pas faire l'échauffement le plus rapide du monde. La séance, c'est 8 x 500. Donc déjà, si tu fais un échauffement trop rapide, t'es hors cible, tu vois. Déjà, t'as pas compris, quoi. T'es un gogol, un peu, hein. T'as pas compris une consigne qui était pourtant très simple. La consigne, c'est 8 x 500. Ah oui, mais monsieur, l'échauffement, 17 km/h, ta gueule! La consigne, c'est 8 x 500. Donc tu vas faire ton 8 x 500 et tu t'échauffes pas comme une brute. Ensuite, on a la séance. Donc nous, une fois qu'on a fini les gammes, le coach dit « Allez, c'est bon, on démarre la séance ». Donc là, en général, t'as 3 secondes pour venir au départ. Et après, c'est parti. Et, non, je déconne. Pendant les gammes, en fait, il nous donne nos temps. Bon, moi, il me donne pas vraiment de temps parce qu'en fait, il y a des jours, j'arrive, je suis tout frais. Il y a des jours, j'arrive, j'ai fait 4 heures de ski de fond. Donc moi, je fais un peu ce que je veux. Mais tous les jeunes, en tout cas, ceux qui ont la vingtaine, etc., ils ont leurs allures. Ils ont, voilà, donc il lui dit, bah toi, le 8 x 500, tu vas le faire en 1,32. Toi, tu vas le faire en 1,30. Toi, tu vas le faire en 1,28. Et comme ça, tu vois, il y a des petits groupes qui se créent. Il
Il y a des petits groupes qui se créent. Et moi, en gros, je me rattache à un groupe. Et si je suis bien, je vais dans le groupe de devant. Mais les mecs, tu leur dis, je fais 8 fois 500 en 1,30. Le gars, s'il le fait en 1,29, tu vois, il se dit, putain, merde, j'ai fait un peu trop vite, je vais peut-être pas y arriver jusqu'au bout. Donc après, il fait en 1,30, etc. Il se règle comme ça. Mais à aucun moment, tu te dis, putain, je vais doubler l'autre, quoi. Alors, si sur le dernier, ils le font à fond, je suis d'accord. Mais sinon, non, en fait, je comprends pas le concept. Parce que moi, le 500 mètres, je peux te le faire en 1,14, tu vois. Mais j'en fais pas 8, hein. J'en fais 1. Et après, c'est fini. Non, pas 1,14, j'avais fait combien au collège? J'avais fait au lycée 1,18. 1,14, c'était l'autre bâtard là qui joue au foot, là. Putain, enfoiré, il m'a mis 4 secondes. Oh, j'étais dégoûté. Ouais, 1,18, tu vois. Mais après, j'en fais pas d'autres. Donc ouais, sur le premier, tu vois, je peux te dire, ouais, tiens, grosse tafiole, regarde, je vais t'enculer, là, paf, 1,18. Toi, t'as fait combien? 1,30. Tu veux avec les filles? Et puis, en fait, au deuxième 500 mètres, tu fais 1,36. Au troisième, tu fais 1,44, puis après, t'arrêtes. Donc, c'est complètement débile. Voilà. Je ne comprends pas du tout ce type d'attitude, d'autant plus qu'en général, c'est des gens qui ne performent pas en compétition. Donc, en plus de faire n'importe quoi à l'entraînement, le dimanche, vous déplacez sur une course pour prendre une branlée, donc c'est un peu dommage. Voilà. Alors, que nous dit Tony? Vous allez voir, c'est très intéressant. Les statistiques des 6 derniers mois m'ont montré environ 20% du groupe blessé. Ça veut dire que si vous êtes 10... Non, mieux. Si vous êtes 5, il y en a un qui est blessé. Si vous êtes 10, il y en a 2 qui sont blessés. Si vous êtes 20, il y en a 4 qui se blessent. Mais c'est énorme. C'est énorme. Nous, on est... Je sais pas, à faire les séances sur l'année, on doit être 20-25, tu vois. Alors après, on n'est pas tous là à chaque fois. Hein. Généralement, on est entre 8 et 15 sur chaque séance. Mais en gros, on va dire que t'as 30 bonhommes, enfin, bonhommes et filles, hein, qui respectent le plan d'entraînement à l'année, quoi. Voilà. Alors, des fois, on vient le mardi, jeudi, samedi. Bon, des fois, on vient que le mardi et le samedi. Des fois, on revient les 3 jours, etc. Mais bon, globalement, sur l'année, t'as 30 personnes qui tournent un peu ensemble. L'an passé, on a eu 2 blessés. Donc, il y en a un, il a eu une ténosynovite à un moment donné, là, dans l'hiver. Ça l'a empêché de courir 3 semaines. Et puis il est revenu. Donc c'était pas très très grave. En plus c'est quelqu'un de plutôt jeune. Donc c'est vrai que des fois t'as les tendons, tout ça qui sont un peu en formation. Donc tu peux de temps en temps un peu trop tirer dessus. Et puis on en a un autre. Je sais plus, il y avait un truc à un pied. Alors lui ça a duré un peu plus longtemps. Peut-être ça a duré 5-6 semaines. Mais bon après il est revenu. Donc 2 sur 30 quoi. Ça fait 1 sur 15. Quand les autres, ils en sont déjà presque à 4. Donc on a 4 fois moins de blessures, on pourrait dire. Énorme. Donc, encore une fois, pourquoi faire n'importe quoi à l'entraînement? Si vous aimez le sport, il n'y a aucune raison. Et donc, ce qu'il dit Tony, c'est volume hebdomadaire trop élevé. Tiens, ça, c'est amusant. Donc, nous, dans le groupe, les meilleurs, ils courent 30 minutes aux 10 000. D'accord? Et ils s'entraînent entre 70 et 90 km par semaine. Ils font pas de vélo, pas de muscu, enfin, 3 quarts d'heure le lundi, quoi. Donc on doit être sur un volume horaire de à peu près 10-11 heures. Donc quand tu vois des mecs qui courent 150 bornes chaque semaine pour faire 33 minutes aux 10 000, tu t'interroges, tu vois. Tu te dis, mais en fait, ils s'entraînent à être mauvais. Ils s'entraînent pas pour la performance, ils s'entraînent pour la contre-performance. Et ça, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, où on encourage les entraînements, tout ça. Alors qu'en fait, un compétiteur, on n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait à l'entraînement. On s'en tape. On s'en tape. Le compétiteur, c'est le jour J. Est-ce qu'il est premier? Oui. Non. C'est binaire. Est-ce que t'as gagné la course? C'est ça la compétition.
C'est pas, ah ouais, et toi, t'as fait combien de bornes à l'entraînement? Non, ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est quand tu prends le thé avec ta copine au bord du lac, tu vois. Dans un petit troquet un peu bizarre, puis après, tu prends une boule de glace. Non, le compétiteur, c'est est-ce que t'as gagné la course? Et toi, tu dois répondre oui ou non à la question. Oui, j'ai gagné la course, je suis le boss. Non, j'ai pas gagné la course, je suis une merde. Voilà, c'est oui ou non, c'est binaire. Et donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, t'as les mecs qui font « Ouais, regardez, je suis en prépa de ceci, en prépa de cela. » On s'en bat les couilles. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le jour de la compète. On veut que tu sois un tigre, un lion, une bête féroce. On veut que tu bouffes les autres. On veut se dire « Putain, la vache, comme il est bon !» On s'en fout de ce que t'as fait à l'entraînement, ça nous intéresse pas, on n'a pas le temps de regarder, on a une vie, on a un taf, on a une famille, on a d'autres choses à faire que regarder ce que tu fais à l'entraînement tous les jours, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le dimanche matin, on allume la télé, on regarde, putain, le mec il gagne, putain, ouais, ça c'est bien ça. Le reste, c'est du vent. Là, on a sur Instagram, Cours Petite Tomate, là, qui nous a fait un réel, où elle râle parce qu'elle avait pas de médaille à la fin de l'OCC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Des gens qui n'ont jamais grandi depuis la maternelle. Il leur faut une médaille pour courir. Parce que moi, on me donnait des médailles quand je faisais le cross à l'école primaire. On avait une médaille à l'arrivée, tu vois. Alors déjà, là, je n'avais rien à foutre. Maintenant, encore moins. Donc ouais, en fait, faut gagner la course, quoi. Tu vois, gagner l'entraînement, on s'en tape. Après, tu peux être heureux, hein, le jour où tu fais une bonne séance, tu améliores un peu tes chronos. Tu vois, imaginons que moi, je décide de faire le 8x500 en 1,32. J'en fais 2 en 1,32, je fais putain, je suis à l'aise et tout. Bah, le troisième, je le fais en 1,31. Enfin, ou 1,30, parce que c'est dur de viser juste. Et puis finalement, je finis tout en 1,30. Tu vois, ça, c'est pas mal. C'est là, en fait, je me suis dit, ah putain, en fait, je suis un petit peu plus en forme, je peux faire mieux, etc. Mais t'arrives pas dès le début comme ça au contact, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, ça me semble mais totalement évident, en fait. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui sont pas capables d'assimiler cette information simple. Et donc, Tony nous dit, pour ma part, je préfère maintenant me taire et rester derrière, quitte à m'entraîner seul toute la séance. Bah, c'est quand même très dommage. Je pense que t'as 2 options. Option 1, c'est d'arrêter de financer ce club et de te barrer. Option 2, c'est de dialoguer avec eux, en fait, leur expliquer, dire, les gars, vous êtes blessés parce que vous avez une pratique déraisonnable. Est-ce que vous en êtes conscient? Donc il y a 2 échappatoires, il y a 2 issues à cette phrase. Issue numéro 1, ils te bolossent complètement et du coup tu retournes dans le cas numéro 1 où tu quittes le club. Et issue numéro 2, ils prennent conscience de leurs bêtises et ils s'améliorent. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Il y a un volume trop élevé, jamais de coupure. Ouais, bah ça après, ça je suis pas sûr. Hein. Pas sûr que la coupure soit formidable. Alors par contre, ce qui est génial, c'est parfois de diminuer son kilométrage par semaine. Donc là, alors typiquement après le Templier, ça marche pas parce que la course va être tellement dure, c'est quand même 80 km, je suis obligé de ne pas courir pendant une semaine. Mais après, en fait, au lieu de faire une coupure hivernale de 3 semaines et de reprendre en faisant de la VMA, je vais faire une semaine à 20-30 bornes, une semaine à 40-50 bornes, ce qui pour moi est, tu vois, est très petit, donc ça entretient et tout. Et puis après, je vais revenir à 80, 100, redescendre à 80, passer à 120. Enfin, tu vois, ça va osciller comme ça tout le temps. Mais il faut augmenter toujours un petit peu et redescendre toujours un petit peu. Et ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Et dernier cas de figure, donc dis donc, Tony, t'es vraiment entouré par des baltringues, j'ai l'impression. La sortie endurance que tu fais avec tes potes et d'un coup, il y en a un, il met une mine. Très bizarre. Moi, en fait, si vous voulez, je suis entraîné par Patrick Bringer. Et vu qu'il m'entraîne plutôt bien, en faisant des choses dures à l'entraînement, puis après, on a des jours de repos, mais on sait pourquoi on les a. En fait, quand je fais une sortie endurance, à aucun moment, mais jamais, hein, never, à aucun moment, j'ai envie de mettre une mine. Parce que je suis fatigué de la veille, parce que je suis fatigué de l'avant-veille, parce que je viens de faire une semaine à 35 heures, parce que demain, il y a une séance de VMA, de PMA, de ceci, cela. Parce que demain, il y a une séance longue au seuil, il y a un long tempo.
Donc en fait, quand j'ai une sortie endurance, bon, à la limite, un petit sprint de quelques secondes pour rigoler, mais genre, je vais pas monter un col à bloc, quoi. Ceux qui font ça, c'est des gens qui s'entraînent pas assez dur, en fait. Et vu qu'ils s'entraînent pas assez dur, ils ont sans arrêt de l'énergie pour faire n'importe quoi. Ça, c'est des gens, ils s'entraînent pas, ils gesticulent. Ils gesticulent un petit peu le mardi, ils gesticulent un petit peu le mercredi, ils gesticulent un peu le jeudi. Tu vois, par exemple, je vais prendre là ma semaine dernière, là, donc je vais aller sur Nolio, là, hop. Oh, regarde, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine de merde? Alors, semaine dernière, tac, en course à pied, parce que j'ai fait un peu de vélo aussi. En course à pied, j'ai fait 86 km de course à pied, donc là, bah, ça t'impressionne pas. J'ai fait... Merde, c'était déjà ça. J'ai fait 8h38 de course à pied, donc là, tu te dis, putain, le feignant. Et même pas 3000 mètres de dénivelé. Et en fait, quand tu vois ces chiffres, n'importe qui est capable de... Enfin, n'importe qui. Des sportifs pas très très bons sont capables de produire ces chiffres. Mais en fait, moi, il y a eu 2 séances VMA. Il y a eu une séance tempo. Donc en fait, j'ai bossé énormément de qualité. C'est pour ça que les chiffres ne veulent rien dire. Quand vous dites j'ai fait ça par semaine, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans en fait? Il y avait des séances de qualité, il n'y avait pas de séances de qualité, etc., etc. Et si tu réponds, bah j'ai fait que des sorties endurance et j'ai mis des mines à mes potes, ben je peux prédire déjà le résultat de ta course, c'est que ça va être de la merde. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que ce type d'entraînement, c'est mieux que rien. Donc ça te permet quand même de progresser. Mais c'est quelque chose, quand tu y vas comme ça, avec ta bite et ton couteau constamment, ben au bout d'un moment, en fait, tu te retrouves à toujours faire la même chose. Et en fait, il n'y a plus d'adaptation. Et en fait, tu pousses sans arrêt comme ça en te servant des autres pour faire des sprints de partout, n'importe comment. Ben après, ça t'amène à la blessure, forcément. Parce que rien n'est quantifié, en fait. Et évidemment, vous avez toujours l'exemple du mec chanceux pour qui ça n'arrive pas et qui, lui, progresse tout le temps. D'accord, c'est l'exemple du mec chanceux. Combien il y en a qui ont échoué à côté de lui? Attendez, 100? Ah ouais, du coup, c'est peut-être un exemple de merde, non? Voilà. Donc, la conclusion, c'est que l'entraînement, c'est pas la foire à la saucisse, en fait. Et ça, dans le trail, qui est un sport récréatif, qui n'est absolument pas professionnel, l'entraînement, c'est la foire à la saucisse. Alors, quand on en a rien à foutre de sa performance, il n'y a aucun problème, hein, bien sûr, hein, on prend du plaisir comme on veut. Hein. Il y a des gens, ils vont en club échangiste, ils font des trucs de dingo. Moi, je juge pas. Hein. Mais si on veut avoir une démarche de performance, on fait les choses convenablement. On peut pas dire... Tu vois, parce que, en fait, le discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc les mecs qui veulent se branler devant une somme de likes absolument exceptionnelle, donc des gens tristes, ils vont te faire miroiter une compétition pour laquelle le résultat va être absolument éclaté au sol, et ils vont dire, ouais, je me prépare pour ça et tout, donc ils vont matraquer le mot de la compétition, tiens, prenons le marathon du Mont Blanc. Ouais, je me prépare pour le marathon du Mont Blanc, gna 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 gna. Et en fait, le mec ne se prépare pas du tout. Il fait de la merde tous les jours. Mais il a un discours, il a un narratif où tu te dis, putain, le gars, il est hyper prêt pour le marathon du Mont Blanc, il en parle tous les jours et tout. Non, ta gueule, il fait de la merde. T'as rien compris, t'as pas analysé. Et c'est de plus en plus le cas. En fait, on sait très bien sur les réseaux sociaux que ce qui marche, c'est la photo du dossard sur une course. Et plus elle est connue, plus ça marche. Par exemple, moi, c'est quoi ma sortie Strava qui a le plus de likes, enfin de kudos, c'est l'UTMB. Et donc, quand tu dis je me prépare à l'UTMB, pendant 2 mois, les gens, ils vont un petit peu plus liker tes photos, un petit peu plus commenter tes publications. Et ça sert à rien, mais il y en a, ça les fait bander, je sais pas pourquoi. Et peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette reconnaissance et cet amour dans la vraie vie, hein, ça cache sans doute un certain mal-être. Mais tu vois, ils se préparent mal, et en fait, le fait d'en parler, de dire ouais, je me prépare pour ça,
Toi, tu vas gober son discours. Tu vas dire, ah putain, mais ça fait 2 mois que le mec se prépare pour ça, il est trop fort et tout. Et en fait, le jour de la course, il gagne pas, il finit 372e. Et là, tu lui dis, mais attends, il a participé à un sport amateur, il s'est soi-disant préparé, il est même pas foutu de gagner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est la réaction que tu dois avoir après coup. Tu te sens trahi, quoi. Tu dis, putain, cet enculé, il m'a vendu une préparation de ouf, et en fait, il fait un résultat tout pourri. Mais c'est inacceptable. Ah, non seulement je me désabonne, mais en plus, je le traite de lâche. Donc, voilà. Ouais. On en a plein, hein, des... J'ai pas cité de nom, genre, j'aurais pu. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais il y a plein de gens, c'est champions du monde de l'entraînement. À l'entraînement, ils sont forts. Ils te font peur. Ils vont vite et tout. Tu fais une course avec eux. Putain, tu leur mets 1 heure. Mais les gars, vous foutez quoi pendant la course? Hein? Qu'est-ce que vous faites pendant la course? Faites des photos? Vous nous faites un petit portfolio, hein, pour expliquer à votre mamie comme c'était joli? Qu'est-ce que vous faites pendant la course? Vous mastiquez vos barres? Qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est quoi la réponse là? Pourquoi tu me mets des branlées à tous les entraînements et pourquoi le jour de la course, en fait, je suis obligé de brancher mon iPhone pour m'occuper en attendant que t'arrives parce que j'ai plus de batterie? Hein? Alors? Bon, j'ai mal à la gorge, donc ça me saoule. Et de toute façon, je vous ai tout dit là-dessus. Voilà, vous vous êtes régalé une fois de plus. Donc, mais quelle était ta question en fait, Tony? Ah oui, doit-on systématiquement comparer nos chiffres? Bah, en fait, jamais. Jamais. En fait, vous devez vous servir à l'entraînement, vous devez vous servir des autres pour vous aider à accéder à une meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est pour ça que je remercie souvent mes... De toute façon, dès qu'on a fini de la séance, on se tape tous dans la main. On se dit bravo, merci et tout. Ça, au Clermont Athlétisme, ils font pareil. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que tout seul, mon 8x500, je le faisais en 1,35. Parce que moi, je suis quelqu'un, ça le fait pas à tout le monde. Et moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à se motiver tout seul pour des efforts de haute intensité. Quand je suis tout seul, ce que j'aime bien faire, c'est de l'endurance longue et du tempo SV1. Mais dès qu'on part sur du SV2 ou sur du 100% VMA, enfin ou 95% VMA, tout seul, j'ai énormément de mal. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de blocage ou de peur. Et le fait d'être en groupe me permet de lever ce blocage. Et au lieu de faire mes 8x500 en 1,35, je vais les faire en 1,32, d'accord? Et donc, je remercie mes coéquipiers du jour pour ça, pour leur présence. Je les remercie pas parce qu'on s'est tiré la bourre. Le premier, je l'ai fait en 1,28, le deuxième en 1,36, le troisième en 1,33 et puis le quatrième en 1,44. Non, je les remercie pas pour ça. Je les remercie parce que grâce au groupe, j'ai pu gérer convenablement mes premiers 500 mètres et finir très fort sur les 2 derniers, tu vois. Ce qui est une bonne séance. Par contre, je vais pas essayer de tenir le mec qui fait du 30 minutes au 10 000. C'est débile. Moi, dans le meilleur des cas, une fois en forme, je peux accéder peut-être à un 33 minutes 20 sur 10 000. Mais c'est le max du max. Donc je vais pas m'amuser à mettre une énorme chiche au meilleur. Ce que je pourrais faire, hein, sur 1 ou 2 reps, je pourrais les battre, tu vois. Et m'en vanter et raconter des blagues et des conneries à propos de ça. Mais non. En fait, tu sais, je me fais chier à mettre des baskets, à mettre un short, à les mettre à la machine à laver après, à faire ma flasque d'eau et de ceinture, à booker 2 heures sur mon emploi du temps. Je me fais chier à faire tout ça parce que derrière, je veux accéder à une meilleure performance le jour de la course. D'accord? Si j'ai envie de m'amuser, en fait, je vais boire des bières au bar le vendredi soir et puis après, je vais au cinéma samedi. Tu vois? Je vais pas faire de la VMA. Attendez, je vais essayer de me moucher. Ah, j'ai un espèce de truc qui me gratte la gorge. Bref, voilà. Donc ouais, non, faut absolument pas se comparer un peu la bistouquette, mon ami Tony. Il faut faire le job. Il faut estimer ses allures, tout seul ou avec le coach du club. Ensuite, il faut faire une coalition avec les mecs du club
qui vont viser les mêmes allures que toi, et vous vous mettez en file indienne, et c'est parti. Chacun fait la séance à son rythme et se tire vers le haut, et plus on approche de la fin, plus on peut accélérer, et éventuellement sur la dernière rep, on se met la timbale. Voilà, je te laisse là-dessus, je vous laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Je ne sais pas si on aura des nouvelles techniques de triche à dénoncer, mais ça m'amuse beaucoup. Et en tout cas, vendredi sur Patreon. Voilà, amis patriotes, patientez encore un petit peu. Je rappelle, les chaussettes mi-octobre, les manchettes fin octobre. Allez, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.